Aujourd'hui, on va voir si vos choix politiques, est-ce qu'ils sont vraiment les vôtres ou est-ce qu'ils sont issus de vos scénarios de vie? Est-ce que depuis votre enfance, des expériences de vie ont finalement sculpté en silence vos croyances et décisions? Et donc, que dire de ceux qui choisissent de ne pas voter du tout? Alors aujourd'hui, en pleine élection législative, on va plonger dans l'analyse transactionnelle pour révéler comment nos scénarios de vie influencent nos opinions politiques et même nos choix parfois de ne pas participer du tout. Alors préparez-vous à découvrir un monde où finalement le passé conditionne l'avenir politique et vous ne verrez plus vos choix de la même manière. C'est parti avec ce sujet aujourd'hui. Alors, je vais revenir un petit peu sur les scénarios de vie, parce que c'est un concept clé en analyse transactionnelle, donc une psychologie, une théorie de la psychologie développée par Eric Berne, qui représente des plans inconscients qu'on élabore dans notre enfance et qui sont influencés par nos parents, les interactions qu'on a eues avec nos parents ou avec les figures d'autorité. Et effectivement, de ces interactions, ça a vraiment créé ce qui s'appelle du scénario de vie, c'est-à-dire que de ces interactions, on en a tiré finalement des conclusions. Ces conclusions, compte tenu des expériences qu'on vivait avec nos parents et les figures d'autorité, sont devenues des décisions qu'on a pu prendre et ces décisions sont devenues des croyances. Voilà. Et ces croyances, elles ont forgé donc des opinions sur le monde de manière vraiment générale. Et c'est ce qui va s'appeler notre vision du monde. Alors, ces décisions et cette vision, ça s'est fait de manière très précoce pendant l'enfance, en réponse vraiment, voilà, comme je le disais, aux interactions qu'on a pu avoir avec nos parents et avec les figures d'autorité. Et souvent aussi avec les messages parentaux qu'on avait, qui étaient des messages soit explicites, donc des mots que nos parents nous disaient, soit des messages implicites, par exemple dans le non-verbal. Donc des phrases, par exemple, des parents comme « sois parfait » ou « ne fais confiance à personne », ça pouvait vraiment façonner notre manière, ça peut façonner notre manière de voir le monde. Il y a eu aussi, dans ces échanges, la répétition des schémas et on voit qu'en fait, quand l'enfant a grandi avec un scénario de vie, des croyances sur le monde, eh bien, il va y avoir des schémas comportementaux qui vont se mettre en place, des schémas avec des résultats. Et en fait, le scénario, pourquoi on parle de scénario en analyse transactionnelle? Parce que dans la vie de la personne, ces schémas vont se répéter dans sa vie plusieurs fois. Donc, imaginons un enfant, par exemple, qui était en pleurs et où chaque fois qu'il pleurait, ses besoins étaient ignorés. Du coup, il a pu en tirer la croyance et la conclusion qu'il était inutile, par exemple, de demander de l'aide. Voilà, par exemple, comment se construit une croyance. On peut avoir aussi des messages parentaux donc, qui peuvent être positifs. Les parents, ils pouvaient être encourageants, ils pouvaient soutenir, ou ils pouvaient être négatifs comme très critiques ou avoir des attentes irréalistes avec les enfants. Et donc, voilà, compte tenu vraiment de comment ça s'est passé, l'enfant a tiré des conclusions sur lui, sur le monde, et ça s'est confirmé souvent, le scénario il se confirme souvent à l'adolescence. On peut avoir par exemple aussi un enfant dans un style de scénario de vie qui qui ressent qu'il ne peut jamais répondre aux attentes irréalistes des parents, il peut se sentir incompétent. Vous voyez, il peut se sentir insuffisant. Ça peut être une croyance qui va tirer sur lui. Il y a également, au-delà des messages parentaux, les histoires, les contes de fées, les mythes, la culture, les religions, les modèles qui ont été présentés aux enfants. Ça peut aussi faire partie du scénario de vie et influencer la vision du monde. Par exemple, on peut imaginer Jean qui a grandi dans une famille avec des attentes élevées où il avait toujours des messages de ses parents du genre tu dois être parfait pour être aimé par exemple, et il a pu, par exemple, lui développer un scénario de vie où il pouvait se sentir obligé de prouver sa valeur par sa perfection et il pourrait éviter de prendre des décisions par risque, par la peur de l'échec et la peur du coup du rejet. Oui. Donc du coup, pour bien comprendre un petit peu le scénario de vie, on peut conclure que ce sont des scripts intérieurs qui sont formés dans l'enfance sous l'influence d'interactions précoces qu'on a eues avec les messages parentaux et donc que ces scénarios vont diriger nos comportements, nos décisions tout au long de notre vie sans qu'on en soit conscient. Hop, on est en pilotage comme ça automatique. Et donc, ça va avoir un impact sur nos choix politiques parce que dans les visions politiques, il y a des croyances, il y a des valeurs et ces figures politiques d'autorité vont aussi parfois représenter un petit peu des schémas qu'on a pu vivre dans notre enfance et qui vont confirmer des messages qu'on a reçus ou des expériences qu'on a fait avec des conclusions qu'on a tirées. Alors, ce que je vais faire,
Je vais vous présenter de manière simplifiée les grands courants politiques de ces élections législatives avec un rappel des valeurs de chaque parti, ce que chaque parti prône, et aussi ce que chaque parti croit et a comme vision des autres partis et de ses craintes et de ses peurs. Et du coup, ça va vous permettre de vous dire, tiens, ben moi, voilà, effectivement, en fait, je me situe vraiment là parce que voilà, en fait, quels sont moi dans ma vie et compte tenu de mon vécu, de mes expériences et de mon scénario de vie, je comprends mieux pourquoi je raisonne mieux avec ce parti-là. Commençons avec le nouveau Front populaire, donc la gauche qui s'est réunie tous ensemble avec différents partis. Donc là, on a comme croyance et valeur la justice sociale, l'égalité économique et l'écologie et la durabilité. Donc eux, ce qu'ils ont, ce sont ces valeurs-là, et les craintes qu'ils ont envers le gouvernement de Macron, qui est ensemble, la majorité présidentielle, c'est le libéralisme économique. Donc ils ont peur que les politiques de Macron, ça favorise plutôt les grandes entreprises et les riches, augmentant ainsi du coup les inégalités sociales, et ils ont peur donc des réformes sociales qui sont proposées par Macron. Ils ont peur que ces réformes affaiblissent les droits des travailleurs et réduisent les protections sociales comme le chômage, les aides pour les plus pauvres, etc. Les craintes qu'ils portent envers le Rassemblement national, eux, ils ont vraiment peur de la xénophobie et du racisme. Ils pensent que les politiques du Rassemblement national divisent la société et ils croient qu'elles promeuvent la discrimination raciale et l'exclusion des immigrés. Donc ils ont cette crainte de l'autoritarisme, de l'arrivée au pouvoir du RN, que ça mène à une érosion des libertés civiles et des droits démocratiques. Si on prend plutôt le Rassemblement national, alors eux, leurs croyances et leurs valeurs, c'est la souveraineté nationale, plutôt la sécurité et le contrôle de l'immigration. Les craintes qu'ils ont envers le nouveau Front populaire, donc qui est plutôt de gauche, c'est la peur de la gauche radicale, peur que les politiques du nouveau Front populaire mènent à une gestion économique qui est irresponsable, augmentant les dépenses publiques et les taxes et créant de l'instabilité économique. Ils craignent également le multiculturalisme. Ils ont la crainte que les politiques du nouveau Front populaire favorisent une société multiculturelle au détriment de l'identité nationale française. Les craintes qu'ils ont envers le gouvernement de Macron ensemble, c'est la mondialisation. Ils ont peur que les politiques de Macron favorisent la mondialisation au détriment de l'indépendance nationale et des intérêts locaux. L'élite politique, ils craignent que Macron représente une élite qui est déconnectée des préoccupations du peuple, notamment des classes populaires et des classes rurales. Pour la majorité présidentielle, leurs croyances et leurs valeurs, eux, ils sont plutôt dans le progrès économique, l'innovation et la stabilité institutionnelle. Et donc, eux, leur crainte envers le nouveau Front populaire, c'est qu'ils ont peur du radicalisme de gauche. Donc, ils ont peur que les politiques du nouveau Front populaire, elles soient trop radicales et qu'elles mènent à une instabilité économique et sociale. Ils craignent l'anti-business de la gauche, craignent que les réformes proposées par le nouveau Front populaire nuisent à l'attractivité de la France pour les entreprises et les investisseurs. Et les craintes qu'ils ont envers le Rassemblement national, c'est la crainte de l'extrémisme. Ils ont peur que les politiques du Rassemblement national mènent à une polarisation extrême de la société, en une montée des tensions sociales et raciales. Ils ont également peur de l'isolement international, crainte que les politiques isolationnistes du Rassemblement national nuisent aux relations internationales de la France et de sa position en tant que leader en Europe. Donc on voit bien, quand on parle de tout ça, pour conclure, que chaque parti a des croyances et des valeurs qui sont façonnées par des expériences de vie spécifiques et des visions du monde qui sont très distinctes. Et ces croyances, elles influencent non seulement leur politique, mais aussi leurs peurs et leurs objections envers les autres partis. Donc, en comprenant ces dynamiques, on peut mieux appréhender comment les scénarios de vie individuels influencent nos choix politiques. Et pour ça, je vais vous donner donc des exemples.
Donc, on va imaginer l'exemple 1 de Marie. Alors, elle est plutôt électrice au Nouveau Front Populaire, hein, donc elle est plutôt de gauche. Et elle, dans son expérience de vie, alors bien sûr, je vous donne des exemples, hein. Marie, elle aurait grandi dans une famille ouvrière où ses parents, ils ont souvent lutté pour joindre les deux bouts. Donc, elle a vu de près les défis, la précarité économique, et elle a développé du coup une forte empathie pour ceux qui se battent pour des droits sociaux. Et donc, elle, ses croyances, c'est qu'elle croit fermement en la justice sociale, en l'égalité des chances pour tous. Et donc, elle est convaincue que les grandes entreprises et les riches doivent contribuer davantage à la société par le biais d'impôts qui vont être plus élevés, avec plus de taxes, etc., pour plus de solidarité sociale. Parce qu'elle estime que elle estime que le NFP, le Nouveau Front Populaire, défend le mieux les intérêts des classes populaires, et donc elle propose des politiques pour réduire les inégalités. Donc elle est attirée par les initiatives du NFP parce qu'elle a vu les effets de la pollution, par exemple, dans son quartier. Prenons l'exemple 2, Jean, lui, il est plutôt électeur du Rassemblement national. Il a une expérience de vie complètement différente. Lui, Jean, il a grandi dans une petite ville où, par exemple, les emplois se sont fait rares à cause de la délocalisation des industries locales, et il a vu beaucoup de ses amis partir pour chercher du travail ailleurs, tandis que ceux qui restaient luttaient vraiment pour trouver des emplois stables. Et donc lui, sa croyance, c'est qu'il croit que la France doit se protéger contre la mondialisation et l'immigration massive qui, selon lui, prennent des emplois aux Français. Donc, il estime que la sécurité doit être renforcée parce qu'il a peut-être vécu des agressions, des vols, des cambriolages, etc. Et donc, il veut plus de sécurité pour protéger les citoyens des crimes et les préserver des troubles sociaux. Donc lui, par exemple, il va voter le Rassemblement national parce qu'il pense que ce parti peut restaurer la sécurité et l'ordre en France. Donc, il est également séduit par le discours du RN sur la protection de l'identité nationale et la limitation de l'immigration parce que, voilà, il veut garder la culture française intacte comme à l'ancienne. Dans l'exemple 3, Sophie, elle est plutôt dans la majorité présidentielle, et elle a une vie différente. Elle a grandi dans une famille de classe moyenne, par exemple, où l'accent il était mis sur l'éducation et la réussite professionnelle. Donc elle, par exemple, elle a fait des études de commerce et elle a réussi à décrocher un emploi dans une grande entreprise internationale, et elle a gravi les échelons grâce à un travail vraiment acharné. Donc elle, ses croyances, c'est qu'elle croit vraiment au mérite et à l'innovation comme moteur vraiment de la société. Donc elle va plutôt penser que l'économie, elle doit être dynamique et compétitive pour assurer la prospérité de la France. Donc elle va voter pour la majorité présidentielle parce qu'elle est convaincue que les politiques de Macron favorisent l'innovation et le progrès économique. Alors du coup, elle va soutenir les réformes économiques et sociales du gouvernement de Macron qui sont proposées par ce parti parce qu'elle les voit comme nécessaires pour maintenir la compétitivité de la France sur la scène européenne et sur la scène mondiale. Alors, je vais vous parler aussi des abstentionnistes. Les abstentionnistes, ils représentent une part importante, significative de l'électorat, et leur choix de ne pas voter, c'est souvent le résultat de diverses expériences de vie aussi et de différentes croyances. Donc, eux, les croyances et les valeurs des abstentionnistes, eux, c'est la désillusion et la méfiance. Donc, il y a beaucoup d'abstentionnistes qui sont désillusionnés par le système politique. Ils croient que leur vote n'ont pas d'impact réel et ils sont plutôt sceptiques envers les politiciens. Ils ont une méfiance profonde envers les promesses électorales, les politiciens qui sont souvent perçus comme vides ou manipulatrices. Donc ils ont un grand rejet du système et souvent ils ont grandi avec des injonctions parentales de ne pas faire confiance, de ne pas appartenir, etc. Et ils estiment que le système politique dans son ensemble ne représente pas leur intérêt ou ceux de la société. Donc là, je vous donne un autre exemple. Donc on va imaginer Paul. Lui, il est abstentionniste. Son expérience de vie, lui, il a grandi dans une famille où les discussions politiques, elles étaient courantes, mais elles étaient souvent teintées de cynisme et de frustration. Et ses parents, ils parlaient fréquemment de la corruption et des promesses non tenues des politiciens. Donc en tant qu'adulte,
Paul, il a aussi travaillé dans différents emplois précaires et il a souvent ressenti que les politiques gouvernementales n'amélioraient pas du tout sa situation et que les promesses étaient non tenues. Donc lui, il a développé des croyances différentes. Lui, il est plutôt convaincu que le système politique, il est corrompu et inefficace et il croit que les élections ne changent rien d'important et que les politiciens sont tous les mêmes, quel que soit leur parti. Voilà. Donc Paul, il choisit du coup de ne pas voter, estimant que cela ne ferait aucune différence qu'il vote ou non. Voilà, donc on comprend qu'effectivement, avec ces différents exemples, que effectivement, chaque parti a une vision de la vie avec des valeurs, des croyances qui sont différentes selon les expériences de vie. Ils ont aussi des croyances sur les autres partis, les voyant tous comme un danger. Et donc on comprend pourquoi la société est autant divisée. Mais c'est aussi la richesse justement de la démocratie, c'est que chacun puisse aussi exprimer ses opinions. Donc moi j'aurais envie de dire avec cette vidéo, ouvrons notre tolérance à respecter les choix, les votes de chacun, parce qu'en réalité, tous ces choix et ces votes sont contenus des expériences de vie de chacun et donc sont tout à fait respectables. Voilà, donc je ne vous dirai pas pour qui voter et je tiens à respecter les décisions de chacun et ça me désole de voir autant de jugements et d'incompréhension parce que si on comprenait qu'en réalité chacun vote compte tenu de de ses croyances, eh bien on pourrait peut-être un peu plus respecter ça et simplement ouvrir la discussion plutôt que le rapport de force dans les débats de ce que l'on voit. Voilà les amis, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Jordi d'ActivePNL. Abonnez-vous, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous a aidé à éclaircir certains points cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!